Donc je me présente, je suis Marc Thomas, je suis le directeur technique de Paybox Service. Et donc on m'a demandé gentiment de participer ce soir à une présentation de mon choix. Donc ce que j'ai fait comme choix, c'est le thème que je propose, c'est de 10 000 paiements à 10 millions de paiements par mois en fait. Donc l'idée derrière, c'est pas, j'ai pas la prétention de vous faire un tuning de requêtes, etc. J'ai pas ces compétences, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Ce que je vais vous proposer, en fait, c'est notre histoire de Paybox, en fait, avec une présentation un petit peu de notre activité, mais comment on est passé de ces chiffres, qui sont réels, les 10 millions de paiements par mois, en fait, on a passé cette barrière depuis quelques temps. Les 10 000 paiements par mois, c'était même bien inférieur au tout début, on était à quelques paiements par semaine. Donc c'est un peu notre histoire, en fait, sur comment on est passé de cette volumétrie. Donc l'agenda, le sommaire que je vous propose, donc c'est une présentation de Paybox, notre activité. Tout le monde ne connaît pas ce que fait Paybox. Le point de départ, ça va être Paybox à l'origine, c'est-à-dire de comment on a démarré, avec quoi on a démarré au niveau technique, pour ensuite arriver sur le troisième chapitre, qui est l'évolution de notre plateforme pour pouvoir justement absorber beaucoup plus de flux. Donc dans la présentation que je vais vous faire, bien sûr, c'est d'un point de vue base de données. Pour absorber plus de flux, ça veut dire qu'il n'y a pas que la base de données qui est concernée, il y a une organisation en interne, c'est de la ressource humaine, c'est au niveau des développements, des changements également. Mais là, on va voir par un bout de la lorgnette qui est la partie base de données, qui est l'un des thèmes aujourd'hui de ce soir. Et puis également, dans notre organisation, je vous parlerai un slide rapide sur l'accompagnement, en fait, au sens comment, au niveau de Paybox, nous, on voit on n'a pas toutes les compétences en interne, on verra qu'on n'a pas de DBA, donc on considère, on connaît bien notre métier, mais il y a certains métiers qu'on ne connaît pas, donc on verra sur cette partie accompagnement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Donc Paybox, en fait, quel est le métier de Paybox, en fait? Donc on est un intermédiaire technique entre des commerçants, toutes sortes de commerçants, et puis des organismes financiers, que ce soit des banques, ou que ce soit pas forcément des banques, ça peut être des partenaires également qu'on appelle métiers, dans le terme de la fidélité, dans le terme des cartes cadeaux, des services. Donc on n'est pas que une plateforme de paiement, même si j'emploie beaucoup le mot paiement, ça représente aujourd'hui peut-être 99,9% de nos flux. On est une plateforme de services. Donc on est intermédiaire technique entre des commerçants, que ce soit des commerçants e-commerce qui ont le site web. À un moment donné, il faut faire un paiement. Il y a une intégration qui a été faite avec nos produits, que ce soit des boutiques physiques également. Donc vous allez chez un marchand, vous faites un achat, vous mettez votre carte dans un TPE, vous saisissez votre code secret, et puis ça passe par une plateforme avant que nous on fasse ce switch vers la banque, vers le partenaire concerné. C'est également des solutions sur mobile, et également des solutions via des call centers ou des SVI également. Donc l'intégration est faite pour que ça passe sur notre plateforme, et puis on va vers la banque concernée, aujourd'hui, il y a également une possibilité de mixer tout ça, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une réservation d'un billet d'avion par téléphone. Billet d'avion, c'est pas un bon exemple. Vous pouvez faire une réservation, je sais pas, par téléphone d'un bien, d'une machine à laver, auprès de, je sais pas, de Mr. Good Deal pour pas le nommer. Et puis vous pouvez aller très bien dans la boutique Mr. Good Deal pour finaliser votre achat via un TPE, par exemple. Donc il y a un mix de toutes ces possibilités. Et donc ce qui est important pour le client, c'est qu'il fait une seule intégration, et puis derrière, il va pouvoir profiter de l'ensemble des connexions qu'on a avec les banques ou de l'ensemble des moyens de paiement. Donc ça, c'est un peu rapidement, c'est toutes les fonctionnalités qui sont proposées, donc multi-écran dans le sens que ce soit une partie navigateur, que ce soit sur des mobiles, que ce soit sur les TPE, plusieurs moyens de paiement, 25, du fraud management, de l'encaissement immédiat et différé, c'est-à-dire que vous pouvez payer très bien, faire une demande d'autorisation aujourd'hui et débiter dans X temps. Donc là, on retrouve tout ce qui est classique en termes d'autorisation auprès des banques. Et une partie, on verra vers la fin, qui est importante, la partie reporting, consolidation. C'est-à-dire que le commerçant, lui, il ne va pas avoir intérêt que de
ce qui n'a pas intéressé, c'est uniquement les demandes d'autorisation. Ça va être également la partie consolidation, consultation de toutes ces données, de tous les paiements qu'il a eu dans une journée ou sur une période beaucoup plus importante. Donc, les moyens de paiement, donc c'est classique, Visa, carte bleue, Mastercard, JCB, Amex, etc. Des moyens de paiement comme PayPal, comme iDeal, qui sont des virements sur l'étranger, des cartes de crédit, des cartes cadeaux, des cartes à payer, ou des moyens de paiement comme Quixo, qu'on voit à la télé en ce moment avec le naturiste qui veut payer avec un portefeuille virtuel. Et puis on a d'autres moyens de paiement sur l'étranger qui, comme des INGDP d'automne. En fait, en France, c'est vrai qu'on a une culture carte qui est très importante, mais quand on commence à aller sur l'Europe, sur l'étranger, on se rend compte que la carte, c'est pas forcément le moyen de paiement le plus utilisé. Il y a beaucoup de virements qu'on appelle des pay-buttons, par exemple. Donc, pour finir, aujourd'hui, on traite un peu plus de 10 millions de transactions, donc transactions, pas au sens SQL, au sens paiement en fait, ou au sens service, par mois. Et on a rejoint au mois de juin le groupe Point, au-delà de nous offrir des possibilités de développement sur l'Europe. Point nous a demandé, entre autres, d'être un pilier en fait, d'une plateforme de paiement, une plateforme de service. Je vais arrêter d'employer le mot paiement. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette solution. Ils sont implantés en Europe, mais chaque pays en Europe a sa propre solution centralisée. Donc, ils nous ont demandé de devenir, d'ici 2 ans, leur plateforme en fait, centralisée des flux. Donc, ça veut dire que le 10 millions de transactions par mois, on pense que d'ici 2 ans, il va plutôt se transformer en 3, voire 4 millions de paiements par jour. Donc, on va encore passer un nouveau cap, qui va nécessiter une remise en cause de notre architecture à nouveau. Donc on commence à y réfléchir gentiment, mais de rejoindre un gros groupe, ça nous permet de voir grossir et de prendre en compte encore plus de volumétrie. Donc Paybox, à l'origine, qu'est-ce que c'était? Donc c'était, avant d'être une société en 2000, c'était un produit. Donc ça a été développé dans un petit coin par quelques développeurs. Donc il y avait 3 personnes à l'époque. Le siège était basé à Perpignan. Je ne sais pas s'il y a des régionalistes catalans ou autres, donc ils seront peut-être contents de le savoir. Maintenant, le siège est sur Guyancourt. Donc c'était une petite équipe. On avait une forte culture back-office, au sens gros système sur Unix, des télécollectes, des badges, etc. Plus qu'une culture web. Donc c'est plus une culture back-office. Et puis à l'époque, on faisait quelques paiements par semaine, comme toute start-up qui démarre. Donc à chaque fois, c'était une bouteille de champagne qui avait lorsqu'il y avait environ une dizaine de paiements. On a arrêté assez rapidement pour des raisons de logistique, pour des raisons de santé aussi. Et on envoie de temps en temps, mais c'est plus tous les 10 paiements en fait, maintenant qu'on fait. Donc sur l'infrastructure technique, on était des développements en C sous SCO Unix, avec une base de données Informix, et on avait un seul serveur. Un serveur qui avait toutes les fonctionnalités. Firewall, serveur HTTP, base de données, serveur mail, et j'en passe. Donc c'était c'était une belle machine quand même. C'était une machine Dell qui faisait faire 150 kg peut-être, mais c'était une belle machine, mais qui faisait tout. Mais en termes de sécuritaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis en termes de montée en charge ou autre, on n'avait pas de possibilité. On avait des problématiques de coupure de service qui font qu'on a dû repenser à quelque chose de nouveau pour pouvoir absorber des flux plus conséquents. Donc les contraintes que l'on avait à l'époque, c'est qu'on avait un seul data center. Quand je dis data center, j'aurais pu le mettre presque entre guillemets en fait. C'était dans une pièce à côté qui avait un peu de clim, parce que sur Perpignan il en faut quand même. On avait une seule adresse IP publique, donc en cas d'interruption d'internet, de coupure internet sur Perpignan,
en fait, c'est tout notre service qui était plus disponible. On n'avait pas d'environnement de pré-production, donc on avait bien un serveur de développement. On faisait nos tests, et puis on poussait en production, et puis on fermait les yeux, et puis ça se passait bien. La maintenance de la base de données, on envoyait un mail à nos clients pour dire on est désolé, mais de 6h à 7h, il va falloir qu'on arrête nos services. Je vous parle de ça il y a quelques années, ça serait maintenant, ça serait plus possible, mais on envoyait un mail pour dire de 6h à 7h, il n'y aura plus de paiement possible. On essayait de choisir un créneau où il y avait le moins de paiement possible, mais pour effectuer la maintenance, parce qu'on avait ce besoin. Et donc, en conclusion, on n'avait pas la partie haute disponibilité, c'était pas ce qui était ce qu'on pouvait mettre en avant au niveau du service commercial et même au niveau technique, quoi. Donc on a voulu passer une transition, passer une version 2 où justement c'est l'évolution de notre plateforme, ça passait par la haute disponibilité. Donc c'était qu'est-ce qu'on a voulu pour permettre justement une augmentation de notre volumétrie. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une expérience que je vous montre, l'expérience de Paybox. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire en se disant, voilà, pour pouvoir absorber plus de flux, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut plusieurs data centers. Bon, ok, on va commencer donc à faire un hébergement externalisé. C'était pas quelque chose de... au niveau culturel dans Paybox, c'était pas quelque chose d'intrinsèque. En fait, c'est une étape. Jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de tout faire. Comme je disais, on hébergeait nous-mêmes nos solutions, on faisait tout par nous-mêmes. On était les rois du monde, quoi. Et puis d'un seul coup, il a fallu donner nos serveurs. Il a fallu externaliser, comme nous l'avons dit. Donc c'est un cap qui n'est pas forcément facile à passer, mais qui était nécessaire. Donc ensuite, on avait besoin de, quand je mets plusieurs adresses IP publiques, c'est-à-dire qu'on avait besoin de plusieurs accès Internet. Après, il y avait une partie qui était importante, c'est comment partager les données. Ok, on a plusieurs data centers, chacun a ses propres données, mais comment on va pouvoir faire pour se dire ce qui a été fait d'un côté, on le retrouve de l'autre, en fait. Il y avait une nécessité d'avoir un éclatement de l'infrastructure réseau. Ok, on passait d'une architecture mono-serveur, mono-site, à une architecture qui était justement maintenant, on devait mettre de la sécurisation aussi au niveau de l'infrastructure. Donc comment on est passé sur ces parties éclatement. L'impact de la production lors des maintenances, donc ce qu'on s'est dit, c'est maintenant, ok, on a besoin de faire la maintenance sur les bases, ce qui est normal. Donc on va peut-être faire en sorte qu'il n'y a pas besoin de couper le service pour autant. On était sur Unix SCO, et donc on voulait conserver un environnement Linux, Unix, donc on avait choisi Linux Red Hat, donc en 32 bits, puis en 64 bits. Et tout ça, en fait, on devait le faire sur un train en marche. C'est-à-dire que on ne pouvait pas dire à nos clients, excusez-nous, on change de plateforme, on change, on évolue, on va être mieux, mais vos paiements, attendez quelques mois, et puis tout sera bien, vous verrez. Ça... Donc on devait continuer à faire fonctionner l'existant tout en offrant nos nouveaux services. Donc on a basé notre nouvelle architecture sur la réplication de MySQL. Donc là, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent dans la salle. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a sur chaque data center, donc on avait 2 data centers, sur chaque data center, en fait, on a mis 2 nœuds, avec chacun leurs propres identifiants. Donc toute requête d'insertion, toute requête de suppression, toute requête de mise à jour qui était faite sur un serveur, elle était rejouée sur le serveur, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne au niveau de la boucle ici, quoi. Donc c'était ce qui était important pour nous, c'est de se dire, maintenant, ok, nos clients, ils vont pouvoir se connecter sur un data center qui a deux serveurs de base de données, entre autres. Et puis, si jamais il se connecte sur le second data center, il verra ces données au temps de latence près. Là, on est dans le domaine du paiement, c'est-à-dire qu'un paiement qui est fait ici, un instant T, le commerçant, il ne veut pas les voir dans la seconde qui suit absolument. Est-ce qu'il est bien présent partout sur tous les serveurs, quoi. Faut remettre dans le contexte du paiement, ce qu'a besoin le commerçant, c'est de consolider ces données, quoi. Donc on a
cette réplication, en fait, ça nous a permis de mettre en place une organisation autour de cette haute disponibilité et donc de pouvoir absorber plus de flux. Les écritures peuvent se faire dans chacun des deux. En fait, ce qu'on a fait, c'est que donc sur un data center, il y a deux serveurs. Donc Pbox en fait offre plusieurs services et chaque service en fait est lui-même réparti sur un des deux serveurs. Donc on n'a pas un partage de charge à 50-50 entre d'un même service sur un même data center. C'est-à-dire qu'un service écrit sur un serveur. Si jamais ce serveur n'est pas disponible, il y a un fichier de configuration qui dit « Ah, tu ne peux pas te connecter ici, et ben, va voir celui d'à côté pour pouvoir effectuer ta requête. » Donc on n'a pas ce mélange en fait de transactions paiement au niveau des différents serveurs. Mais on peut très bien, effectivement, ça arrive, hein. Aujourd'hui on a une répartition des flux de nos clients qui sont 90-10, donc on a 90% des flux qui sont faits sur un site, et on a 10% des autres flux qui sont faits sur un autre site. Donc tout à l'heure, tu parlais de dire, bah tiens, il y a la cohérence des données entre les différents serveurs. En fait, chaque serveur a sa propre numérotation. On a une plage de numérotation par serveur. Ça permet entre autres de se dire, tiens, tel paiement a été fait sur telle chaîne de paiement, sur telle chaîne au niveau de l'infrastructure. Donc ça permet de savoir que ça a été fait ici ou ça a été fait là. Donc, mais il n'y a pas de... La requête qui est rejouée, c'est vrai qu'au niveau de la réplication, on est en mode statement, il n'y a pas de requête qui est rejouée, de se dire, bah, rejoue cette requête par rapport à ton contexte à toi. Non, c'est par rapport au contexte de la transaction d'origine où elle a été faite, en fait. Donc, cette réplication, ça nous a permis donc, de mettre en place plusieurs data centers. Aujourd'hui, entre les data centers, en fait, on n'a pas de lien non plus, de lien dédié. En fait, on a un VPN IPsec sur Internet. Donc, on a un temps de latence aujourd'hui de l'ordre de 1 à 2 secondes maximum. Donc, toute requête qui est faite sur un data center, elle sera présente sur l'autre data center dans la seconde ou les 2 secondes qui suivent. Quoi. On n'a pas mis d'infrastructure dédiée pour ça. Donc plusieurs adresses IP publiques, on a plusieurs accès Internet. Donc aujourd'hui, on peut très bien arrêter une base de données qui se trouve sur un site. Donc les applications vont se connecter. Ah, je peux plus me connecter ici. Je vais me connecter ici. Je vais faire les requêtes qui vont bien sur ce serveur-là. Et si jamais les deux serveurs sont arrêtés, nos clients, au niveau de leur intégration qu'ils ont faite, ils pourront plus se connecter eux-mêmes sur le site 1, donc ils peuvent aller sur le data center 2. Donc on a fait en sorte de pouvoir offrir une redondance de l'infrastructure, de nos accès, pour pas être dépendant, justement, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on est fournisseur pour Virgin, de se dire, c'est vrai qu'on n'a pas d'équipe restreinte au sens support applicatif, hein, donc c'est à 6h30 le soir, et puis le support n'est pas là. On a une équipe restreinte, surveillance réseau, bien sûr, si jamais il y a des serveurs qui tombent ou autre, donc ça c'est disponible, mais même si on a un serveur qui tombe, c'est pas pour ça que ça va mettre en péril l'ensemble de la production, parce qu'on a une redondance de l'ensemble de notre infrastructure. Donc comment partager les données? Justement, la réplication nous permet ce partage, se dire, tiens, je fais une requête ici, et je vais pouvoir la retrouver sur un autre serveur. Ok, j'ai besoin de faire une maintenance sur ce serveur-là. C'est vrai que pendant la maintenance de ce serveur, qui peut durer 1 heure, 2 heures, le client, s'il se connecte ici pour consulter ses paiements, ses transactions, etc., c'est vrai qu'il ne les verra pas parce que ce maillon-là, il est coupé. Mais en se connectant ici, il pourra les voir parce que le serveur il y a toujours un serveur qui est disponible. Donc le partage des données, on répondait à ce besoin. Éclatement de l'infrastructure réseau, comme je vous disais, le serveur qui fait tout. D'ailleurs, pour la petite histoire, on l'a encore, ce serveur-là. Mais maintenant, on n'a pas une ferme de serveurs. Hein. Sur un site, aujourd'hui, on a 2 frontaux. On a 2 serveurs d'application et 2 serveurs de base de données, pour vous donner une idée. Donc 2 serveurs de production, de base de données, et 2 pour la partie historisation. Donc on a 8 serveurs. C'est pas
me semble pas énorme comme architecture. Donc c'est un éclatement, non pas avec une ferme de serveurs, etc. Non, on a pu conserver quand même quelque chose qui était à notre taille et par rapport à notre organisation également. On n'a pas non plus 10 administrateurs réseau pour l'ensemble de notre architecture. Impact sur la production lors des maintenances. La réplication permet de supporter cet impact. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur une base de données sans pour autant que ça mette en péril l'ensemble de nos services, quoi. Migration vers Linux Red Hat 32 plus 64 bits, en fait, on est passé d'Informix à MySQL. Donc, de passer sous Linux, en fait, c'était pas un problème. MySQL pouvait répondre à ce besoin-là, alors que, contrairement à d'autres solutions du marché, quoi. Et l'évolution sur un train en marche, donc de passer du serveur monolithique à cette architecture éclatée, en fait, on n'a pas pu le faire. Donc ça a nécessité en fait que nos clients ils fassent une petite modification. C'est vrai qu'elle était vraiment mineure, quand je dis petite, c'est vrai. Pour leur dire, maintenant, on leur a vendu la solution en disant, quand même, maintenant, vous pouvez profiter d'une architecture qui était plus disponible, étant donné qu'on a 2 data centers. Donc ça permettait de dire aux clients, si vous faites cette modification-là, maintenant, vous allez pouvoir profiter d'une disponibilité de nos services qui est quasiment à 100%, parce qu'on est sur plusieurs data centers, en fait. Donc ça a été facile, en fait, ce travail de la part de nos clients. Ça demandait un peu de temps parce que tout le monde n'évolue pas au même niveau, mais la partie serveur monolithique continue d'exister, et puis de temps en temps on avait des coupures internet sur Perpignan, et donc ça incitait justement nos clients à basculer vers la nouvelle solution. Donc on n'a pas trouvé de solution, c'est vrai, pour se dire ce point-là n'a pas pu être vu, n'a pas pu être traité. On a dû au niveau de nos clients les faire intervenir pour profiter de cette nouvelle architecture. Mais c'était vraiment mineur, quoi. Je pense pas qu'on ait perdu de clients à cause de ça, parce qu'on peut se dire, un client qui a besoin de changer d'intégration, il peut toujours se dire, plutôt que de changer avec Pbox, pourquoi pas aller voir une solution concurrente. Franchement, je ne crois pas que c'était le cas, ou alors ça s'est pas vu parce que c'était noyé dans le flot de la production. Mais c'était tellement minime que ça avait le coup pour le client, quoi. Donc en fait, cette évolution de cette plateforme, ça nous a permis d'avoir plus de sérénité. Donc on s'est dit, c'est bon, maintenant on a cette architecture qui est éclatée. On a plus de disponibilité de nos services, donc c'est bon, maintenant on peut s'endormir sur nos lauriers. Tout se passera bien. Non, en fait, on a bien sûr, notre plateforme a besoin d'évoluer, et l'évolution en fait a porté sur différents points. Entre autres, l'utilisation d'outils de monitoring tels que MySQL Monitor ou MonIOG également. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent dans la salle. Donc ces outils de monitoring, c'était quelque chose d'assez nouveau pour nous. En fait, on travaillait beaucoup à base de scripts de surveillance qui permettaient de remonter des alertes. Et donc, en utilisant ces outils, ça nous a permis de se rendre compte que nos requêtes n'étaient pas parfaites. On avait eu besoin de les optimiser. On a fait appel également à des solutions externes. Donc ces outils de monitoring nous ont permis également d'évoluer dans nos requêtes au niveau de nos applications, quoi. On a également, et on continue on fait des recherches en permanence sur la partie délai de réplication, parce que on a une chaîne de réplication. Plus on rajoutera des maillons dans cette chaîne, plus il y a un point faible qui peut intervenir. Donc on a besoin d'un délai de réplication le plus court possible pour se dire, ok, aujourd'hui on a 1 à 2 secondes, pourquoi on ne pourrait pas encore diminuer ce temps-là? Donc il y a des évolutions qui sont en cours au niveau de la réplication multithread, qui n'est pas encore disponible, je crois, au niveau de MariaDB. Aujourd'hui, la partie réplication, en fait, il y a 2 threads. Il y en a un qui va lire le journal, le binaire du maître, et puis il y en a un autre qui l'exécute en local, les requêtes, quoi. Donc il y a une partie multithread
qui commence à voir le jour, donc on pense qu'on la mettra en place quand ça sera disponible. On a également une synchronisation des journaux avec les écritures disques. Oui, c'est quelque chose d'important de se dire, bah, ok, le serveur maître, il crache. Donc, ce qu'on avait besoin, nous, c'est de se dire, bah, les paiements qui ont été faits, on a besoin de les retrouver, quoi. Donc, on a pu mettre en place une synchronisation de ces journaux, et être sûr que ce qui était dans les journaux, c'était vraiment ce qui était présent au niveau du table space, donc chose qui n'était pas forcément possible avant, sans dégrader les performances. Sinon, ça veut dire que pour pouvoir synchroniser les écritures, ça prenait beaucoup de temps pour pouvoir effectuer cette synchronisation. Donc ça, on a pu le mettre en place et de s'assurer que un crash disk permettait d'être certain qu'il n'y avait pas de perte des données et des paiements. Alors, on joue avec des paiements. On a travaillé également sur la manière d'augmenter le nombre d'écritures. Donc on est passé sur différentes optimisations hardware, que ce soit des évolutions au niveau de disque. On a même travaillé, on ne l'a pas mis en production, on a fait des benches dessus, on nous a prêté des cartes Fusion I/O avec de nombre d'I/O, c'est plusieurs centaines de milliers d'I/O par seconde. Donc on se dit que si on a besoin d'effectuer plus d'écriture disque, sans changer encore notre architecture, on pourrait simplement changer nos disques classiques par des cartes Fusion I/O. Performance, oui, c'est très très bien. Après, oui, on a travaillé avec des cartes je crois que c'est les 160 gigas. Après, c'est un coût aussi qu'on n'a pas mis en place, hein, mais surtout qu'ils nous disent il faudra mettre du RAID en plus, donc il faudra 2 cartes par serveur, donc on atteint vite des cartes à 5000 €. Mais en fait, ce qui nous intéressait, nous, c'était de se dire on a une solution, une piste possible, si jamais on a besoin d'augmenter nos entrées-sorties, les écritures disques, et on sait qu'on pourrait s'appuyer également sur cette partie-là. Donc c'est une sécurité, une sérénité supplémentaire de se dire il y a des solutions encore qui existent, et on n'est pas dans une impasse en se disant comment on peut faire si jamais ça arrive. On essaie d'anticiper toujours. Sur la durée, comme c'est des SSD. Il y a un nombre d'écritures qui est, je ne connais pas les chiffres, mais il y a un nombre d'écritures restreint au niveau de ces cartes-là, tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'ils demandent. Par rapport à notre architecture, c'est vrai qu'on peut se dire, ok, la carte arrive en fin de vie, on a le temps de la remplacer parce que notre architecture fait que la disponibilité continue. Ça marche très bien. Voilà. Vous avez eu besoin d'échanger encore mais on n'a pas ce besoin-là. C'était plus une recherche pour se dire, oui, il y a cette possibilité. Ce gain de sérénité, on a pu même mettre en place une automatisation des maintenances. C'est-à-dire que on lance un script, on va manger, et puis quand on revient, il a terminé, il nous donne un résultat, et tout en continuant la disponibilité de nos services. Pareil, ça reste transparent pour nos clients, toujours le fait de la mise en place de cette application. On travaille également sur un mix de différentes solutions. C'est vrai qu'on n'est pas que MySQL, on a également en production des MariaDB 5.2, pas sur tous les serveurs, sur certains serveurs en fait, pareil, on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on a besoin de bien sentir, on a besoin de s'assurer que tout est OK, donc on le met en place sur certains serveurs, et puis on fait des benches auparavant, on s'assure que tout est OK, et donc on a un mix de différentes solutions. Non. Au niveau performance, oui, sur certaines requêtes, c'est vrai que MariaDB sur certaines requêtes, oui, est meilleur. Mais sinon, ça reste transparent pour nous, quoi. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire on est en MySQL, même s'il y a du MariaDB, pas en MariaDB. C'est vrai qu'on a utilisé certains moteurs comme PBXT qui ont permis. Alors PBXT, on ne l'a pas mis en production, on l'a mis uniquement
on l'a fait en test en fait pour s'assurer, donc oui, il y a des intérêts. Quoi. Non, on n'a pas mis. On n'a pas mis parce qu'on a eu pas mal de difficultés rien que pour passer du moteur InnoDB à PBXT. En fait. Bon, on va peut-être dire que c'était un bug ou je sais pas quoi. Donc déjà on en a chié pour passer. Ensuite on a donc ça ce sont sur les serveurs de production. Donc on a ce mixte là. Donc ça nous permet justement d'être plus serein et de pouvoir tester des choses en production avec des volumétries importantes. Quoi. Après, on avait une problématique entre la partie archivage, consultation et la production. Donc, ce que j'entends par production, en fait, ce sont les autorisations. C'est ça qui a besoin de temps de réponse important. C'est-à-dire que vous faites un achat en ligne, par exemple, vous n'allez pas attendre 10 secondes ou 15 secondes que le paiement il se fasse. Quoi. Donc là, on a besoin de beaucoup de temps de réponse, de réactivité, de temps de réponse important. Ou de temps de réponse très faible, plutôt. Et puis, d'un autre côté, nos clients, ils ont besoin de reporting, ils ont besoin de s'assurer que, de vérifier via des journaux que, voilà, ils ont fait tant de paiements sur la journée tant. Ils ont besoin de faire des remboursements, des annulations. Donc, il y a une partie back-office qui est importante. Et donc, pendant longtemps, en fait, c'était les mêmes serveurs qui s'occupaient de la partie autorisation et puis les mêmes serveurs qui s'occupaient de la partie back-office. Et puis, on s'est rendu compte, oui, ok, on faisait des optimisations pour la partie back-office, mais c'était au détriment des autorisations, pardon. Donc, on se dit, maintenant, on va plutôt privilégier les autorisations, mais c'était au détriment de la partie back-office. Donc, on a mis en place, en fait, des serveurs d'historisation qui sont des slaves, des esclaves, en fait, des serveurs maîtres, des serveurs de production, des serveurs d'autorisation, sur lesquels, en fait, on a spécialisé des index. Et donc, ça nous a permis de mettre 13 mois de consultation en ligne. Nos clients peuvent faire des recherches sur 13 mois. Et on a même mis des moteurs particuliers comme TokuDB, en fait, sur lequel on a encore fait qui sont en production. TokuDB est en production. InfiniDB, pas encore, c'est en cours de recherche. TokuDB, on a encore fait des tests aujourd'hui où c'est sur des temps de réponse. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça va dépendre du schéma, ça va dépendre des index, ça va dépendre des requêtes que l'on fait. Mais sur des requêtes qui durent 30 secondes sur InnoDB, on s'est rendu compte qu'avec TokuDB, on pouvait descendre à moins de 0,1 seconde, rien qu'avec ce moteur, sans rien faire. Hein. C'est juste en changeant de moteur simplement. Donc mais ça permet donc de répondre à ce besoin de consultation, d'historisation pour nos clients, et donc de permettre une volumétrie plus importante. Non, vu tes enjeux, etc., tu t'as testé MySQL Cluster, tu n'as jamais vu les enjeux, etc., le temps réel dont tu parles, MySQL Cluster, n'a jamais été une alternative dans laquelle tu as cru? Au tout début, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est passé avec MySQL en 2004 en fait. Donc on travaille depuis ça fait 7 ans, presque 8 ans maintenant, qu'on travaille avec MySQL. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on avait rencontré MySQL France, ils n'étaient pas nombreux non plus, c'est ce qu'ils avaient essayé de nous vendre en fait, MySQL Cluster en fait. Mais ils venaient de racheter eux-mêmes, je ne sais plus qui c'était, la société qui venait de racheter, qui avait développé Cluster en fait. Et non, on n'a jamais osé. On a fait pareil des tests avec Stéphane, mais je sais pas, on ne le sentait pas. Et si on ne sent pas, on ne fait pas. Donc, en fait, on est dans le milieu du paiement. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait une demande d'autorisation à une banque, la banque, elle nous répond dans la seconde qui suit. Il n'y a pas des temps de réponse très importants. C'est le milieu bancaire est long. C'est milieu bancaire, je veux dire infrastructure réseau. Hein. Enfin, je pourrais en dire plus, mais c'est très long. On est sur des réseaux Transpat 1025, des vieux trucs, même si ça commence à évoluer. Donc on est dans les temps de réponse qui sont importants. Donc la requête SQL est peanuts peut-être pas. Les taux de compression avec TokuDB, vous avez les taux de compression? Oui, il y en a. Est-ce qu'ils annoncent? Je ne sais pas. C'est la compression est complètement masquée par le fait que les tables sont clusterées, chaque index est une table clusterée. Donc ce qui gagne en compression de perdre en volumétrie. Donc en gros, par rapport à InnoDB, vous avez le même ratio. 1 giga d'InnoDB, ça donne 1 giga de
Peut-être un peu plus. D'accord. S'il y a plus d'index. Mais le principe n'est pas là. Après, le principe est de vraiment booster les scripts. Donc voilà, on a pu séparer encore un peu plus donc les serveurs de production, on va dire que les serveurs d'autorisation, avec des serveurs de consultation d'archivage, donc qui nous permettent de proposer à nos clients aujourd'hui 13 mois, on peut imaginer d'augmenter encore, et puis au contraire de diminuer la partie, les serveurs d'autorisation, où on a besoin de faire beaucoup d'insertions, et aujourd'hui on a 2 mois, mais on pourra mettre moins. Et puis on avait des exigences PCI DSS, et des termes assez barbares, c'est Visa Mastercard qui impose comme on traite de la carte bancaire, qui impose un niveau de sécurité, et donc on a pu mettre en place également avec ProSQL, on a pu jouer avec pour mettre en place des filtres particuliers, même à un moment donné on a même mis du chiffrement dans du langage LUA. Donc ça nous a permis de répondre à des besoins de filtrage que nous imposait Visa Mastercard vis-à-vis de certaines exigences sécuritaires en fait. Donc comme je vous disais, en fait Pbox aujourd'hui on connaît sans prétentieux, sans être prétentieux, on connaît nos points forts, on connaît nos points faibles aussi, et on sait qu'on n'est pas bon dans tous les domaines. Et la partie base de données, en fait, on n'a pas de DBA attitré en fait dans la société. Il y a 2 personnes qui sont un peu plus spécialisées, on va dire, ou un peu plus responsables vis-à-vis de la base de données, mais on n'a pas de DBA attitré. Donc ça s'est justifié parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que, enfin jusqu'à quelques temps, on a mis en place MySQL tout seul comme des grands, la réplication est tout seul comme des grands, et puis à un moment donné, tout seul comme des grands, on s'est rendu compte de nos limites, quoi. Donc on a fait appel en fait depuis 2006 en fait au support, à l'époque on était avec MySQL, donc on travaille depuis 2006 avec le support de MySQL, mais ce qui est bien avec le support c'est que ok, si vous êtes en version Platinum vous avez une réponse dans les 30 minutes, c'est très bien, mais ils n'ont pas le contexte en fait de notre production, nos contraintes, etc. Ils n'ont pas tout ce qui est normal, quoi. On est un client parmi d'autres, quoi. Donc en fait, depuis 2007, on a choisi plutôt une option d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas un DBA attitré, on a les mêmes personnes qui viennent, donc qui étaient chez MySQL auparavant, qui sont chez SkySQL maintenant, pour ceux qui connaissent, et donc en fait, on prend un certain nombre de jours par an, et ce qui nous permet en fait de profiter déjà que la personne elle nous tire un peu de la production, en se disant bon, c'est bien gentil, mais là c'est peut-être pas très bon ce que vous faites, donc ok, donc il nous donne des coups sur la tête, mais également de profiter sur tout ça, de profiter de l'expérience des autres sociétés qu'il peut avoir par son expérience, peut-être que nous-mêmes on fait profiter par son intermédiaire aux autres sociétés de notre expérience. Donc c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on apprécie dans cet accompagnement. Donc ça nous a permis également de faire des choix à un moment donné, de se dire ok, il y a des plus, des moins, au moins on sait que l'accompagnement que l'on peut avoir c'est intéressant. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous avez la possibilité de le faire, de profiter, peut-être pas d'un ou 30 jours, peut-être pas de ce besoin-là, mais c'est quelque chose d'intéressant de profiter de cette expérience, quoi. Et voilà. Donc c'était plus en fait une présentation vraiment d'où on vient, de ce qu'on a fait. C'était pas dans le détail exactement, c'est peut-être ce que vous attendiez, je sais pas, c'est autre chose. Mais c'était voilà, vous faire profiter de notre expérience, de comment on est passé d'une petite volumétrie à une volumétrie plus importante, en gagnant en série de parce qu'on pourrait gagner, on pourrait se dire ok, on traite 10 millions de paiements par mois, mais on dort plus la nuit, etc. Non, c'est pas le cas. Donc on a essayé de faire en sorte de toujours offrir notre service, avec peut-être des fois en mode dégradé, avec un seul serveur qui tourne, mais au moins le service est toujours disponible. La question a été posée tout à l'heure des clusters, mais si vous prenez de l'ampleur au niveau européen avec la fusion qui s'est faite, est-ce que vous n'allez pas être obligé, mais enfin être obligé de le prendre en considération parce que vous allez vous retrouver avec des volumétries beaucoup plus monstrueuses? Oui, c'est certain qu'on va avoir des volumes qui vont être plus conséquents. Aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse parce que c'est tout récent, hein, ça date du mois de juin, mais
Je sais pas, c'est pas évident, c'est pas forcé qu'on ait besoin de passer sur cluster, c'est pas une obligation. Mais... Parce qu'il y a une question de distance des applications, bon, même avec des très haut débit au niveau des réseaux, si vous avez des connexions avec la Suède et en même temps ailleurs... Oui, pareil, c'est des connexions bancaires, enfin, c'est la partie en fait pour aller faire la demande d'autorisation quelque part. En fait, les bases de données ne sont pas forcément en Suède, quoi. C'est la banque qui sont en Suède. Créer d'autres data centers ailleurs? Je pense que ça se fera, oui. Je pense qu'ils ne vont pas mettre un seul data center. Il y aura d'autres data centers, oui. Donc après, la réplication pourrait se faire de cette manière-là, mais ça dépend. Enfin, s'il y a 10 data centers, on va faire une réplication avec 50 serveurs en boucle, je ne peux pas. Mais voilà, parce que ce qui est important, je parlais de la Suède, c'était le fait qu'ils puissent se connecter aux banques sur la Suède. Ça, c'est autre chose. D'accord. La partie structure base de données, ça pourrait rester en France, c'est autre chose. Le nombre de serveurs qu'il y a sur le slide, il est actualisé, c'est ça? Vous n'en avez que 4. C'est les serveurs de production, en fait. Après, c'est 2 serveurs d'historisation par site. Donc en fait, on a 8 serveurs. On va chercher. On a même 7 parce qu'il y en a un, il n'y en a qu'un serveur d'historisation. On a 8 serveurs.